26 décembre 1944, 14h30, Bastogne, Belgique. La neige s'agglutine en plaques gluantes sur les bottes de cuir craquelées du Gefreiter Hans Müller, tandis que le vent hurlant du plateau ardennais fouette son visage barbouillé de cambouis et de sueur gelée, portant jusqu'à ses narines l'odeur âcre de la poudre brûlée et du bois humide qui craque sous les obus. Ses doigts engourdis, bleuis par le froid mordant qui remonte des mitrailleuses MG-42 posées en batterie derrière un muret effrité, serrent la crosse usée de son carabineur, 98K, le métal glacial traversant ses gants troués comme des aiguilles de glace, et il sent son cœur cogner contre ses côtes, un tambourinement sourd qui étouffe presque le grondement lointain des moteurs diesel qui approchent, impossible, incessant. Venus de l'Ouest, où l'enfer américain devrait pourtant agoniser sous la poussée de la 5e Panzerarmee. À ses côtés, l'Unteroffizier Karl Becker, la joue pressée contre la lunette de sa MP40, crache un juron étouffé, ses yeux plissés scrutant la brume neigeuse où des formes trapues émergent soudain, des silhouettes blindées qui percent le rideau blanc comme des démons d'acier, leurs chenilles broyant la terre gelée dans un crissement qui vibre jusqu'aux os. Et Müller sent la peur lui tordre les entrailles, une nausée acide qui monte de son estomac vide, car il sait, au fond de son âme épuisée par des semaines de marche forcée depuis l'Eiffel, que ces ombres ne sont pas les carcasses fumantes des Sherman qu'ils ont pulvérisées hier, mais une horde nouvelle, fraîche, interminable. Le premier obus de 65 mm siffle dans l'air comme un essaim furieux d'abeilles métalliques, et le sol explose à 10 mètres sur la droite, projetant une gerbe de boue noire et de neige fondue qui fouette le casque de Müller, le couvrant d'échardes de pierre qui s'incrustent dans sa peau comme des crocs, tandis que l'onde de choc le plaque au sol, ses poumons se vidant dans un râle, l'air saturé d'une odeur de terre retournée et de cordite qui brûle les sinus. « Feuer! Feuer !» hurle Becker d'une voix rauque, brisée par le froid et la fatigue, et les MG-42 se déchaînent en un aboiement staccato, leurs canons chauffant à blanc en secondes, crachant des traînées de feu orange qui zèbrent la tempête de neige. Mais les balles ricochent sur les flancs inclinés des Sherman M4A3, ces monstres américains aux tourelles massives qui avancent inexorablement, leurs phares perçant la brume comme des yeux jaunes voraces, et Müller recharge frénétiquement, ses doigts gourds glissant sur les chargeurs Stripper Clips, chaque cartouche 7, 92 mm claquant dans la culasse avec un effort qui lui arrache un grognement, le poids de l'arme tirant sur ses épaules voûtées par des jours sans sommeil. Un craquement assourdissant retentit alors que le premier char pivote. Son canon principal pivote avec une lenteur mortelle, le tube d'acier noir oscillant comme la faulx d'un géant, et l'explosion suivante emporte le muret, projetant Becker en arrière dans un tourbillon de débris, son corps heurtant le sol dans un choc sourd qui fait jaillir du sang de sa bouche, mélangeant écarlate et blanc neigeux. Tu sens le monde se resserrer autour de toi, Hans Müller, comme un étau de fer glacé. Chaque inspiration, une lutte contre l'air gelé, chargé de fumée âcre et de métal fondu. Tes tympans vibrant encore de la concussion qui a fait danser les étoiles devant tes yeux, et tu rampes vers Becker, tes coudes labourant la boue poisseuse, ignorant les éclats qui sifflent autour de toi comme des frelons enragés, pour saisir le col de son manteau feldgros trempé, le secouer faiblement, tandis qu'il tousse un bouillon de sang, ses yeux vitreux fixés sur le ciel bas, où les premiers P-47 Thunderbolt déchirent les nuages en rugissant bas, leurs mitrailleuses, 50 calibres arrosant la position d'une grêle de plomb qui fait gicler la terre en fontaine miniature. « Raus! Aux abris !» beugle un autre soldat, un Lancer anonyme dont le casque roule dans la neige. Mais il est fauché net par une rafale de Thompson venue d'un half-track M3 qui débouche sur la route défoncée. Le 45 ACP, hachant son torse,
en une bouillie rouge qui projette des lambeaux de tissu sur ton visage, et l'odeur cuivrée du sang frais t'envahit, te plaquant les lèvres dans une grimace de dégoût primal. Les Sherman avancent maintenant en ligne, une dizaine déjà visibles, à travers la tourmente, leur moteur, Wright R975, grondant comme des bêtes affamées, vibrant à travers la terre jusqu'à tes genoux, et tu tires à l'aveugle. Le recul de ton car 98K cognant ta clavicule endolorie. Chaque détonation, un éclair blanc dans ton champ de vision rétréci. Mais les impacts ne font que peindre des éraflures sur les plaques de blindage, insignifiantes face à cette marée d'acier qui refuse de mourir. Baker se redresse sur un coude, sa MP40 tremblant dans sa main valide, et il vide un chargeur vers le char de tête, les balles 9 mm claquant futilement contre la tourelle qui pivote inexorablement vers vous, le chargeur du canon principal s'ouvrant avec un cliquetis métallique qui résonne comme un glas. Et Muller hurle « Ne tirez pas, c'est fini !» sa voix se perdant dans le vacarme, car il voit déjà les trappes s'ouvrir. Les silhouettes en treillis, olive drabe, bondir au sol, armes au poing. Leur M1 Garand braqué avec une précision chirurgicale et une grenade Mills explose à 2 mètres. Le souffle te soulevant comme une feuille morte. Tes oreilles bourdonnant d'un silence cotonneux où percent seulement les cris gutturaux « Hände hoch, Hände hoch » répétés par des voix américaines rauques, chargées d'un accent du Midwest qui tranche dans le chaos. Tu lâches ton fusil, les mains levées haut, paumes nues et tremblantes face au ciel, sentant le froid redoubler sur ta peau exposée, et un GI trapu, casque M1 incliné sur son front ruisselant de sueur malgré le gel, t'enfonce la crosse de son Thompson dans les côtes, un choc qui te plie en deux, l'air chassé de tes poumons dans un hoquet, tandis que d'autres Allemands émergent des ruines, hagards, bras en l'air, une quinzaine au total, un peloton survivant de la 26e Volksgrenadier, capturé en l'espace d'un battement de cils par cette avant-garde du combat commande A de la 4e division blindée. Les Américains les regroupent d'une poigne ferme, baïonnettes fixées sur les garants pointés vers les poitrines, et Muller trébuche en avant, poussé par un sergent-chef nommé Reilly, dont les yeux verts percent la neige comme des éclats de glace, l'ordre claquant « Move, hit, Krautz, double time !» Et la marche commence sous la tempête, les bottes s'enfonçant dans la neige jusqu'aux chevilles. Chaque pas un effort herculéen qui fait brûler les muscles des cuisses, le poids des sacs abandonnés remplacé par celui invisible de la défaite qui courbe les épaules. Baker boite à tes côtés, une balle américaine logée dans son épaule, le sang suintant à travers le pansement de fortune d'un collègue et l'odeur de sa blessure, ferreuse, infectée déjà par le froid, se mêle à celle du diesel qui imprègne l'air, car devant vous, sur la route de Marche à Bastogne, s'étire une colonne interminable de véhicules, des GMC, CCKW 2, 2 tons, 12 and a half, bâchés de toile kaki, chargés jusqu'à ras-bord de caisses de munitions 105 mm, de jerrycans d'essence haute octane, de rations serration empilées comme des briques. Et entre eux, des Jeeps Willys MB slalomant avec des motocyclistes casqués, puis des half-track M3 tractant des canons anti-chars M1 57 mm, et plus loin, des Sherman alignés en file parallèle, leurs chenilles laissant des sillons larges comme des tombes fraîches. Muller cligne des yeux, incrédule, comptant mentalement 10, 20, 30 camions rien que dans le virage, et encore d'autres qui émergent de la brume, phares allumés en plein jour pour percer le blizzard, moteurs ronronnant sans faille, pas un seul en panne, pas une seule remorque vide. Tu sens l'incrédulité te nouer la gorge, Hans, comme un poison lent qui ronge tes certitudes forgées à Stalingrad et en Normandie. Car en Europe, chez toi, à Cologne ou à Essen, les usines bombardées par les B-17 crachent des Panzer IV au compte-gouttes.
Chaque boulon une victoire arrachée aux pénuries. Chaque litre de carburant un miracle volé aux Alliés. Et pourtant, ici, ces Yankees font défiler une armée entière sur roues, une rivière d'acier et de caoutchouc qui semble naître du néant américain, infini, inépuisable. Un prisonnier plus âgé, un Obergefreiter originaire de Bavière nommé Schulz, murmure à ton oreille « C'est pas possible ! Ils en ont des milliers comme ça !» Sa voix tremblante de terreur superstitieuse, et Reilly, entendant le murmure, ricane en aboyant « You bet your ass, Fritz! Arsenal of Democracy, that's us !» claquant son fusil contre une caisse qui défile sur un camion, révélant des obus neufs, luisants, estampillés, US Ordnance 1944. En lettres nettes, sans rouille, sans trace de rationnement. La colonne s'étend sur des kilomètres maintenant, visible jusqu'à l'horizon plat des Ardennes, des M4 Sherman Easy 8, avec leurs canons longs de 76 mm, rivés impeccablement, des bulldozers D8 tractés par des tracteurs Mack No, des ambulances Dodge WC-54 aux croix rouges immaculées et des générateurs électriques bourdonnant sous des bâches, alimentant des radios SCR 300 qui crachent des ordres en morse incessants. Un pouls mécanique qui fait vibrer l'air même. La nuit tombe tôt ce 26 décembre, à 16 heures précises, le ciel virant au noir d'encre striée de flocons qui dansent comme des spectres autour des phares halogènes des GMC, et les prisonniers, poussés dans un enclos improvisé près du carrefour de Bastogne, là où la N15 croise la N4, centre névralgique tenu par la 101e Airborne, s'effondrent sur le sol gelé, les poignets liés par des cordes de parachute récupérées, le froid s'infiltrant par chaque couture déchirée de leurs uniformes, un froid qui mord les orteils jusqu'à l'os, transformant les pieds en blocs de marbre douloureux. Muller s'assoit dos à un pneu de camion crevé, fixant la procession qui ne s'arrête pas, qui continue de défiler sous les projecteurs montés sur mât, révélant des stocks inimaginables, des palettes de grenades MK2, Pineapple empilées à hauteur d'homme, des rouleaux de barbelés, miles de fil de fer neuf, des caisses de chargeurs 20 mm pour les mitrailleuses coaxiales des Sherman, et au milieu, des ingénieurs en parka M1943 déchargeant des ponts Bailey préfabriqués, leurs rivets cliquetant avec une précision industrielle qui défie l'entendement. Baker, pensé sommairement par un médic américain armé d'une seringue de morphine, gémit doucement, ses yeux fiévreux suivant un convoi de ravitaillement. 100 camions, au moins, rien que pour les munitions, suivis de citernes d'eau potable, de fours mobiles Kitchen No, 2 cuisant des rations chaudes dont l'odeur de café et de viande en boîte torture les estomacs affamés des captifs. Des heures passent ainsi, le défilé ne faiblissant jamais, et Muller, les paupières lourdes de fatigue écrasante, celle qui fait peser les paupières comme du plomb fondu, compte malgré lui. 200 véhicules à 18 heures, 300 à la tombée complète de la nuit, où les phares illuminent la route comme un boulevard de Broadway, révélant des M10 Wolverine, tank destroyers en rang serré. Leurs canons de 3 pouces pointés vers l'est comme des avertissements divins, et des bulldozers poussant la neige en talus pour élargir la voie, chaque lame raclant la terre avec une puissance brute, née des fonderies de Détroit. D'où ça sort tout ça? Chuchote Scholz à nouveau, sa moustache blanche de givre tremblant, et un jeune GI, un gosse du Kansas nommé Pavey Ellis, les entendant depuis son poste de garde, s'approche en mâchant un chewing-gum, son M1 en bandoulière. From the factories, boys, Willow Run pumps out B-24s like sausages. Chrysler builds tanks. Ford trucks. We make more in a month than you did in a year. Les mots s'enfoncent comme des balles dans l'esprit de Muller, évoquant les ruines de ses usines natales, les chaînes arrêtées par manque de charbon, les ouvriers affamés sous les bombes, et ici, cette prodigalité hallucinante. Un camion s'arrête près de l'enclos, déchargeant des duvets capocs remplis de plumes neuves,
des bottes en caoutchouc taille 10 pour les paras de la 101e, et des boîtes de cigarettes Lucky Strike par milliers, distribuées aux GI qui rient, fument, mangent des bars D riches en chocolat. Leur énergie inépuisable contrastant avec l'épuisement spectral des prisonniers. La aube du 27 décembre se lève pâle et cruelle à 8 heures. La neige cessant enfin, mais laissant un manteau blanc taché de noir pétrole et de rouge sang, et le convoi reprend de plus belle, gonflé par les renforts de la 3e armée de Patton, des M4A3, 76, W avec blindage supplémentaire, leurs moteurs forçant dans la côte sans broncher, tractant des remorques de 155 cm, long tome, dont les obus pèsent une demi-tonne chacun, et Muller, forcé à se lever pour une fouille, sans ses jambes flageolées sous le poids de la révélation, car il voit maintenant les chiffres gravés sur les plaques. Fabriqué à Lima, Ohio, octobre 1944. Detroit Tank Arsenal, novembre 1944. Des dates récentes, des lieux lointains où des millions d'ouvriers, hommes et femmes, transforment l'acier en légion. Une capacité de production qui rend la Wehrmacht, avec ses ersatz et ses réparations de fortune, aussi pathétique qu'un jouet d'enfant. Un officier américain, un capitaine du 37e Tank Battalion, passe en jeep, criant des ordres pour accélérer le flux, et derrière lui, une file de 50 GMC transportant des pièces de rechange. Chenilles neuves pour Sherman, canons de rechange emballés dans de la graisse cosmoline, moteurs complets prêts à swapper en heures, pas en semaine comme dans les ateliers allemands ravagés. Les prisonniers sont nourris d'un gruau tiède, versé dans des gamelles en fer blanc. Un luxe. Et tandis qu'ils avalent la bouillie fade mais chaude qui réchauffe leur ventre noué, ils entendent le bourdonnement des moteurs C-47 Skytrain qui atterrissent sur l'aérodrome improvisé de Bastogne, déchargeant des jeeps pliables et des canons légers sous les ailes. Un pont aérien qui ajoute à l'invraisemblable logistique. Midi approche, et la colonne atteint son apogée hallucinante. 5 kilomètres de véhicules continus, une artère pulsant de vie mécanique, des White Half Tracks, tractant des multiples lance-roquettes, T-34 Calliope, 60 tubes de 4, 5 pouces prêts à déverser l'enfer, des camions réfrigérés transportant de la viande fraîche d'agneau argentin, des ateliers roulants avec tours et soudeuses électriques alimentés par des générateurs Onan et Muller, poussés à aider au déchargement sous la menace d'un Colt. 45 braquets soulèvent une caisse de 50 kilos de cartouches Belted pour 30,06, sentant dans ses paumes calleuses la perfection lisse du laiton américain, sans bosse ni soudure hâtive, produit en quantité qui défie l'imagination. Des millions par mois, disent les GI en riant, tandis que des bulldozers creusent des fosses pour les latrines et des bunkers pour les munitions, transformant le bourbier de Bastogne en forteresse en une journée. Baker, délirant de fièvre, marmonne « C'est la fin. Ils nous noieront sous leurs ferrailles. » Et tu ressens la même vérité viscérale, Hans, un désespoir qui pèse plus lourd que la neige sur tes épaules. Car chaque camion qui passe, un M29 Weasel amphibie pour les rivières gelées, un Duc-AW pour les franchissements, est un clou dans le cercueil du Reich. Une preuve tangible que l'Amérique, ce géant endormi réveillé par Pearl Harbor, a forgé une machine de guerre qui broie les rêves hitlériens sous son poids brut. L'après-midi s'étire en un lent supplice, le froid revenant avec le crépuscule. Et les prisonniers, entassés dans des tentes GP General Purpose, chauffées par des braseros à essence, écoutent malgré eux les conversations des gardes. On a reçu 500 camions neufs hier de Cherbourg. Les Liberty Ships les vomissent par centaines, dit un caporal du 10e Armored. Et Muller, feignant le sommeil, absorbe ces détails comme des poisons, visualisant les chantiers navals de Mobile et de Bath Iron Works, crachant des navires de 10 000 tonnes en 42 jours,
chargés de ce flot qui inonde maintenant l'Europe. Des M26 Pershing, lourds, en approche. Des P-51 Mustang, tankant en vol pour escorter les B-26 qui martèlent les ponts rhénans. La nuit du 27 au 28, un convoi nocturne illumine l'enclos de ses phares. Des GMC tractant des remorqueurs M26 avec des canons de 90 mm anti-aériens, et le grondement des diesels vibre dans les rêves hantés des captifs. Mélange de peur et d'émerveillement morbide face à cette prodigalité qui a scellé leur sort à Bastogne, où la 101e tiendra non par miracle divin, mais par l'usine invisible d'Amérique. Le 28 décembre, à l'aube blafarde, on les embarque dans des camions bâchés direction l'arrière, mais pas avant un dernier spectacle, une division entière, la 4e blindée au complet, massée sur les routes adjacentes, 250 Sherman, 400 camions, des milliers d'hommes en treillis neufs, et Muller, grimpant à l'arrière d'un 2-1-2 tons, sent les larmes gelées couler sur ses joues, tandis que la colonne s'ébranle vers l'est, vers la contre-offensive qui balayera la Bulge. Le poids de cette découverte, cette capacité impossible, née des aciéries de Pittsburgh et des chaînes de montage de River Rouge, écrasant son esprit comme les chenilles écrasent la neige. Un silence intérieur plus lourd que le fracas des armes, où ne subsiste que l'écho distant des moteurs. Incessant, victorieux, éternel. Les flocons recommencent à tomber, effaçant les traces, mais pas la mémoire gravée dans la chair. L'Amérique a gagné la guerre dans ses usines, avant même le premier coup de feu. Et toi, Hans Müller, Gefreiter brisé, porte ce fardeau dans le silence cotonneux du camion bringue-ballant où le froid final s'installe. Non plus dans les os, mais dans l'âme défaite. Les jours suivants se fondent en un brouillard de neige et de diesel. Le convoi de prisonniers serpentant à travers les Ardennes mutilées, où les carcasses calcinées des Panthers et des Stooges gisent comme des idoles païennes renversées, éventrées par les bazookas et les 76 mm des Sherman qui, infatigables, patrouillent les flancs. Müller, tassé contre la bâche raidie par le givre, écoute les murmures des camarades. Un lieutenant de la 2e Panzer Grenadier, les yeux caves, marmonnant sur les pertes à la glaise, où Piper a dû abandonner ses Koenigstigger faute de carburant, tandis qu'un autre, un radio de la 116e, évoque les Stuka cloués au sol par le manque de pièces, avalés par les P-47 Thunderbolt qui, dit-on, reviennent de leur mission avec les réservoirs encore pleins, grâce à ces réservoirs supplémentaires largués en plein ciel, comme des fruits mûrs d'un arbre mécanique. À mi-chemin, halte dans un village ardennais aux toits éventrés, où les MP distribuent des rations C, des boîtes de corned beef tiède, du pain blanc moelleux, du chewing-gum rose qui colle aux dents comme une promesse d'enfance perdue. Müller mâche en silence, le sel des larmes se mêlant au jus gras, tandis qu'un sergent yankee, casquette de baseball vissée de travers, balance des Lucky Strike aux plus loquaces. « Vos Fritz, vous avez cru nous battre avec vos fusées? On en a plus en chewing-gum qu'en V2 ?» Rire gras, mais Müller capte l'essentiel. Willow Run, l'usine Ford qui pond des B-24 Liberator à raison d'un par heure, 18 000 avions rien qu'en 44, un déluge d'acier plié, soudé, peint en olive drabe, par des ouvriers payés 1,50 $ l'heure, des Noirs du Sud, des femmes en bandana rouge, des gamins de 16 ans chantant « Arsenic and Old Lace » sur les chaînes tournantes. Le camp de prisonniers, à Stalag-like près de Liège, surgit le 30 décembre sous une pluie fine, barbelés neufs, miradors avec des 50 cales braquées, des baraquements préfabriqués en tôle ondulée venus de Prefabricated Camps du Kansas. Tri sélectif, officiers à part, Gefreiter comme lui vers les enclos numéro 3, où l'on les dépouille nus dans un hangar chauffé au poêle Godin. Tondeuses électriques bourdonnant sur les crânes, poudre DDT qui gratte comme des puces infernales, uniformes nazis entassés pour le feu, tandis qu'on leur jette des treillis US trop grands,
Des godillots à semelles Vibram qui craquent neuf. Interrogatoire sommaire. Un capitaine du CIC, accent de Brooklyn, tapotant un crayon sur Personal Data Sheet. Name? Rank? Unit? Pas de Gestapo ici, Muller, juste pour la Croix-Rouge. Vos copains à Bastogne? McAuliffe leur a dit nuts. Et Patton a roulé avec ses Pershing. C'est fini, le rêve du Führer. Mais Muller, muet, fixe le mur de tôle où suintent des cartes. Normandie, 5 millions de tonnes débarquées en un mois via Mulberry, et plutôt pipelines aspirant le pétrole d'Angleterre comme une paille géante. Anzio, 500 000 hommes nourris par des convois pétés qui filent à 40 nœuds. Et maintenant la Ruhr en vue, où les B-17, 2000 par raid, noient Essen sous 10 000 tonnes de bombes, Krupp ployant sous l'acier américain fondu dans les hauts fourneaux de Gary, Indiana. La nuit, dans la paillasse infestée, les rêves le happent. Vision de Detroit, ce monstre de béton crachant des GMC CC-Cadula par milliers. 5 millions de jeeps, trucks, half-tracks, l'arsenal de la démocratie, où Rosie la riveteuse soude les ailes des P-38 Lightning pendant que les U-boats, 800 torpillés, dorment au fond de l'Atlantique, vaincus non par les destroyers, mais par les Liberty Ships, 2700 unités lancées en série, chacune un vaisseau de la victoire chargeant tanks, munitions, rêve d'un monde sans croix gammée. Janvier 1945. Corvée au petit jour, dégager les routes pour la première infanterie qui pousse vers Cologne, pelle US contre la boue gelée. Et les rumeurs filtrent des radios alliés. Skorzeny capturé, les ponts de Remagen en ligne de mire, Rundstedt rappelé. Müller, pelle en main, sent le poids se muer en résignation. L'Allemagne, ce géant d'argile, accru aux armes miracles, Me 262 et V2. Mais l'Amérique, cette forge titanesque, a tout prévu, du bouton de colle à l'atome qui mijote à Oak Ridge. Une lettre de la Croix-Rouge arrive enfin. Frau Müller et les enfants évacués vers l'Est, Berlin bombardé, mais vivant. Ils pleurent alors, non de joie, mais d'un deuil immense pour l'Europe qu'ils ont ravagée, pour le Reich 1000 ans réduit à des ruines fumantes. Dehors, un convoi de M4A3E8 Easy 8 gronde, chenille neuve mordant la neige fondue, et Müller, ombre en treillis olive, comprend. La guerre est finie depuis Pearl Harbor, depuis le premier Liberty Ship mis à l'eau, et lui, survivant brisé, n'est plus qu'un témoin muet de cette marée industrielle qui a noyé le continent dans sa prodigalité infinie. Le vent d'Est porte l'odeur de la poudre et du printemps. Mais pour Hans Müller, Geoffrey oublié, seul reste le silence, ce grand silence des usines vaincues par celles qui ne s'arrêtent jamais. Avril 1945. La Ruhr, ce ventre d'acier agonisant, se resserre en poche mortelle. 300 000 hommes de l'armée du Rhin cernés par les panzers alliés. 9e armée US, 1re et 3e blindés britanniques, un étau de 18 divisions. Müller, pelle échangée contre un MP-40 déchargé, suit le repli vers Essen dévasté, où les tours Krupp, ces cathédrales du fer, gisent éventrées, fondrières de bombes de 2000 livres larguées par les B-29 Superfortress en escadre, tandis que les V2, ces flèches vaines, s'éteignent faute de carburant synthétique. Les rations se réduisent à des croûtes de pain noir et de ersatz de café. Les officiers se suicident dans les bunkers et les rumeurs gonflent. Himmler négocie en Suède, Dönitz à Flensburg, Berlin un brasier où le Völkischer Beobachter crache ses derniers mensonges sur Wunderwaffen enterrés. Le 18 avril, piège refermé. Généraux capturés, modèle saute la vie sous un pommier en fleurs. Et Müller, mains en l'air devant un sergent de la 90e division US, le checkerboard, est parqué dans un champ boueux près de Dortmund. Les MP olive drabe, chewing-gum à la bouche, distribuent ses rations, spam, biscuits durs, bonbons chocolatés, un festin pour des ventres vides. Fouille,
l'horloge de grand-père confisquée, mais le portefeuille, avec la photo jaunie de Fromuller et des enfants rendus. Interrogatoire sommaire dans une ferme réquisitionnée. Name, rank, unit. Müller bredouille. Gefreiter Hans Müller, 116e Panzer. Et l'officier, un gamin de Brooklyn tatoué d'un Liberty Ship sur l'avant-bras, hausse les épaules. You're going home, Fritz. War's over. Camion GMC le charrient vers un stalag américain, barbelé neuf, tente kaki, où les haut-parleurs diffusent Glenn Miller et les nouvelles. Hitler mort dans son bunker. Le drapeau rouge sur le Reichstag. V-Day, le 8 mai. 57 millions de tonnes de fret américain déchargées en Europe depuis 1942. Été 1945. Dénazification express, questionnaire tripartite, pas de tatouage SS, pas d'or SS sur la dent, juste un petit paysan du Rhin. Libéré en septembre, train bondé de déportés rentrant vers l'ouest, mais l'est est muré. La ligne Oder-Neisse, découpée par Staline, 12 millions d'Allemands, chassés de Silésie, Poméranie, Sudète. Une lettre soviétique arrive enfin. Fromuller et les enfants à Berlin-Est, rééduqués dans un camp de travail, disparus dans les purges du NKVD. Müller erre dans les ruines de Cologne, cathédrale intacte dominant des squelettes de béton, où les bulldozers US déblaient pour le plan Marshall. 13 milliards de dollars. Tracteurs Massey Harris. Engrais chimiques. Semences hybrides pour refaire l'Allemagne en vitrine capitaliste. À Gary, Indiana, les aciéries tournent encore, crachant l'acier pour les frigidaires et les Cadillacs, tandis qu'à E.J. Farben, les procès de Nuremberg pendent les architectes du gaz Zyklon B. Hiver 1946, baraque en ruine près du Rhin, Müller pêche des truites dans l'eau trouble, écoute la BBC sur un Volksempfänger fendu. Les Jeep Willys ronronnent sur l'autobahn réparée. Les gamins mâchent des chewing-gums Wrigley's et les usines Volkswagen redémarrent sous licence Ford. Le géant d'argile renaît, mais modelé par l'Amérique. Jeans Levi's, Coca-Cola, rock'n'roll de Bill Haley. Hans Müller, ombre en Zeltbahn rapiécée, fixe l'horizon où le soleil couchant dore les tours de la rue reconstruite. Le silence persiste, non plus celui des usines mortes, mais celui d'un monde refondu. L'arsenal de la démocratie a gagné la paix, noyant les croix gammées sous une marée de chrome et de Liberty Ships rouillés à Bremerton. Pour lui, Gefreiter oublié, seul reste le fleuve, ce Rhin éternel qui charrie les cendres d'un Reich 1000 ans vers la mer, tandis que les moteurs V8 alliés grondent vers l'avenir. Infatigable.